Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Et je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Ça va Mathieu ? Ça va Raph, et toi ? Ça va très très bien, parce qu'on est très content d'accueillir avec nous aujourd'hui Yannick Humbert. Salut Yannick. Salut les gars. Salut. C'est Mathieu, salut Raphaël. Salut, merci beaucoup d'être avec nous. On va t'avoir pour 2 semaines, cette semaine et la semaine prochaine, où on va pouvoir parler avec toi d'apologétique. Et c'est génial d'aborder ce sujet avec toi parce qu'on a un petit podcast qui se revendique, enfin non, qui ne revendique pas, mais qui s'essaie plutôt un petit peu à jouer à de l'apologétique. Mais là, finalement, on n'a jamais défini ou parlé de notre vision de l'apologétique et on a la chance de t'avoir avec nous pour nous parler de sujets. D'autant plus, Matt, tu es d'accord avec moi que là, on a un invité illustre et qui sera bien plus compétent que nous pour nous dire ce qu'on fait. Tout à fait, on invite un peu le maître. Voilà. Le master. Voilà. Je me tairai sur les salutations à titre et autres. Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. Alors, tu voulais que je présente Yannick peut-être, Raph ? Est-ce que c'est ouais, vas-y, dis-le parce que tu vas. Et puis explique aussi ton lien avec lui, ton lien filial. C'est ça. En fait, c'est mon oncle. Non, c'est pas mon oncle. Je crois que c'était carrément le père spirituel, mais bon. C'est ça. On peut le dire. Yannick est mon professeur à la faculté, et puis aussi il est mon directeur de mémoire. Cette année, je suis en train d'écrire un mémoire en apologétique à la faculté Jean Calvin en master. Et donc, Yannick est celui qui me suit. Et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire ce mémoire avec toi, Yannick. Alors, en quelques mots, Yannick est marié à Erin. Il est doyen de la faculté Jean Calvin et il est professeur d'apologétique. C'est un grand fan de Tolkien. Alors, peut-être qu'un jour, on aura l'occasion d'en parler avec toi. D'Albator aussi. Alors vous le voyez pas, mais il a mis son plus beau t-shirt d'Albator. Ah oui, on le voit pas. On voit la tête de mort là. J'espère que ça se rappelle un truc. Hein. J'espère que si j'ai mon master, tu l'auras au moins sous ta chemise pour la remise du diplôme. Et puis un grand fan. Et t'as vu comme il essaye de gratter des points depuis tout à l'heure. Je pense carrément. Que le gars, depuis tout à l'heure, là, c'est incroyable. Mon cher directeur de master, mon maître spirituel, celui devant qui je m'agenouille. Je suis sûr que c'était le gars, tu sais, au premier rang dans la classe, avec sa petite moustache d'ado, là, déjà, qui au collège devait être là, le premier élève. Monsieur, s'il vous plaît, je peux discuter avec vous pendant la récré. Alors, en primaire, ouais, au collège, non, là, au collège, c'était fini. Mais non, c'était pas ironique, c'était vrai. Mais c'est vrai que l'ironie me joue des tours. Ce matin, j'étais, si tu veux tout savoir, Raph, j'étais chez l'ostéopathe ce matin. Et puis, j'avais déjà fait plusieurs blagues. J'y vais demain. Et à un moment donné, elle me dit, vous faites quoi comme métier ? Je dis, je suis pasteur. Et elle a ouvert les yeux, mon gars. Genre, je déconne. J'ai dit, non, c'est vrai, c'est sérieux. Toi bien de moi. Avec ta tête Avec ta tête, là. Donc, avec ta moustache et tes Air Max. Non, j'avais le masque, purée, Raph. Ah, attention, oui. j'ai ce barrière. Mais du coup, plus personne ne voit que tu portes la moustache. J'ai fait juste un trou là. J'ai fait un hublot pour la laisser dépasser. C'est un peu bizarre, mais. Alors. Ouais, parce que les pauvres quand même. Ou tu la portes sous la moustache, entre la moustache et le bouche. Je finis avec Yannick, Raph. Donc Yannick aussi est l'auteur de plusieurs livres et dont un que l'on vous conseille en particulier puisqu'il touche vraiment au thème d'aujourd'hui, c'est Croire, expliquer, vivre, qui est une introduction à l'apologétique. On vous mettra le lien dans la description de l'épisode. Alors, Raph, aujourd'hui, on va parler d'apologétique culturelle. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu le menu de l'épisode ? Bien sûr, parce que comme d'habitude, on sait où on va. Hein, Yannick, rassure-toi, on est borné, hein, on t'a tout expliqué.
Donc, on va un petit peu définir ce qu'est l'apologétique culturelle ensemble, discuter de ce sujet-là, et puis chercher à comprendre un petit peu quel est le but et en quoi c'est quelque chose de pertinent d'avoir une approche apologétique de la culture et avoir une apologétique qui s'intéresse à ça. Et se poser aussi des questions après un peu concrètes, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut tous finalement en faire? Comment? Quels sont les grands principes? Est-ce qu'il y a une méthode en particulier? Et puis, si aussi probablement, Yannick, tu as des ressources à nous conseiller sur le sujet. Et puis, bien sûr, on a notre sempiternelle question pour nous, c'est en quoi vivre en prenant la fin comme point de départ. Ce qui donne du sens à notre vie, nous aide aussi dans notre démarche d'apologétique culturelle. Est-ce qu'on peut faire un lien entre apologétique culturelle et eschatologie et notre piété quotidienne au final? Et je vous propose du coup qu'on rentre vivement dans le sujet en posant la première question pour nous. Finalement, peut-être avant de parler d'apologétique culturelle, Yannick, comment est-ce qu'on peut définir l'apologétique, selon toi? Parce que c'est vrai que c'est un gros mot qu'on utilise, mais qui n'est pas forcément accessible à tous. Comment on peut la définir? Ouais, comme tous les gros mots, il y a toujours plusieurs définitions possibles. Ouais. Bon, en fait, on pourrait définir l'apologétique, hein, et c'est peut-être pas la définition la plus classique, hein, mais Ouais. comme la présentation ou la défense de la foi chrétienne en parole et en acte. Moi, je dis parfois dans mes cours que l'apologétique, c'est vraiment la démonstration, de manière différente, de la vision biblique du monde, c'est-à-dire de tout ce que la Bible a à dire sur Dieu, le monde, nous, notre relation à l'environnement, notre relation aux autres. Pas ce que dit simplement la Bible sur nous et mon salut à cause de Jésus-Christ. La Bible dit beaucoup plus de choses que ça. En ce moment, la démonstration en parole et en acte de cette vision globale que la Bible peut avoir. D'accord. Donc, voilà, c'est beaucoup plus clair. Et d'ailleurs, bon, on parle beaucoup d'apologie, faire l'apologie de telle ou telle chose. Alors, malheureusement, des fois, on l'utilise dans j'ai l'impression, dans notre contexte, on parle de faire l'apologie du crime ou du terrorisme ou des choses comme ça. Mais ouais, voilà. Mais en gros, faire l'apologie de quelqu'un ou d'une chose en laquelle on croit, c'est la défendre et en faire la démonstration du bien fondé de tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Okay. Et alors, l'apologie, c'était vraiment un terme qui était issu du monde légal, du monde grec, en fait, hein, dans lequel, grosso modo, l'avocat de la défense propose une défense de son accusé. Un plaidoyer, ouais, c'est ça. Ouais, c'est un petit peu ce que fait Platon, hein, dans l'apologie de Socrate. Il défend. Il répond aux accusations contre son maître, là, pour le coup. Hein. Dans un certain sens, c'est un petit peu ça qu'on fait. C'est vrai qu'on a eu tendance à restreindre l'apologétique à la défense. C'est-à-dire, on nous pose des questions sur la foi et puis on défend. C'est peut-être un petit peu limité, quoi, parce qu'on n'attend pas simplement que les gens viennent nous poser des questions sur notre foi. On essaie, nous aussi, de les questionner sur leur foi pour leur montrer que la seule espérance, c'est Christ. Donc, peut-être que cette première définition-là qui dirait c'est l'apologie, c'est la défense. C'est pour ça que j'étends un petit peu plus en donnant une dimension un petit peu plus, allez, on va dire offensive à l'apologétique aussi. Oui, c'est ça. Excellent. Et alors, du coup, quand on parle d'apologétique culturelle, on va parler de quoi en particulier? Alors, là, on touche vraiment au truc qui… T'as plein de visions différentes de la politique culturelle, en fait. Et c'est là où c'est un petit peu chaud parce que certains disent pour définir ce que c'est, il faut d'abord définir la culture. Bon courage de définir la culture. Non, mais c'est vrai, comme terme piège, je ne te raconte pas. Il faut une vie entière. Du coup, en fait, on pourrait simplement dire que l'apologétique culturelle, c'est
pratiquer l'apologétique, donc la démonstration de la foi, la réponse aux questions, essayer de un petit peu aller à l'offensive, mais à travers tout ce qui fait partie de notre culture. Alors, ça peut être bien sûr la culture pop, quoi, le film, bouquin, etc. Mais ça peut aussi être des mouvements culturels, ça peut être aussi des courants de pensée. C'est vrai que ces temps-ci, quand on parle d'apologétique culturelle, on focalise plutôt sur culture populaire, quoi. Mais ça peut aller plus loin que ça. Ça peut aller plus loin que ça. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots d'où vient l'apologétique culturelle? Est-ce que c'est une discipline qui est nouvelle? Est-ce que c'est une discipline qui est ancienne? Et peut-être donner quelques noms de personnes qui sont plus ou moins connues pour que les gens arrivent à cerner? Ouais. Alors, en tant que telle, la politique culturelle, dans l'expression même, elle est finalement assez récente. On la trouve grosso modo de plus en plus à partir des années 70-80, et c'est vraiment maintenant un domaine bien identifié de l'apologétique depuis, on va dire, une vingtaine d'années. Là, ça fait une bonne vingtaine d'années, donc début des années 2000 en fait, où vraiment, en tant que telle, l'expression est bien casée. Alors, on l'a fait différemment, mais au moins, l'expression, elle est bien là. Mais en fait, les chrétiens ont toujours fait de la politique culturelle. On a toujours transmis, on a toujours pratiqué notre foi dans la culture. Par exemple, si je prends l'exemple du sud de la France, là, il y a quelques années, moi, j'étais allé visiter le musée de l'Arles antique. À Arles, oui, forcément, quoi. C'est pas ton coin. Ouais, ça peut pas être à Paris, quoi. Et une des conservatrices du musée, qu'on avait contacté avant, nous a fait une petite visite privée au groupe d'étudiants et aux profs qui étaient là. Et elle nous a beaucoup parlé des premiers sarcophages chrétiens, les paléosarcophages chrétiens du IIIe siècle à Arles. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y avait déjà de la pratique de la politique culturelle parce que les premiers chrétiens ont chopé les sarcophages stylés païens et ils ont commencé à changer les symboles sur le sarcophage, quoi. Alors, sarcophage chrétien, ça veut dire que c'était les gars d'un certain standing, quoi. C'est pas le balayeur de rue qui allait se payer un sarcophage. Mais ça veut dire que déjà là, on a une politique culturelle. Les gars disaient, nous, les chrétiens, regardez notre sarcophage funéraire, quoi. Il a des symboles tout à fait différents. Donc, l'utilisation des symboles pour transmettre, pour afficher sa foi, c'est vieux comme le monde. Sauf que en tant que discipline et un projet apologétique, ça c'est un petit peu plus récent. D'une certaine manière, on l'a toujours fait, quoi. On l'a toujours fait. Est-ce qu'on peut ranger, par exemple, Saint-Augustin, tu vois, je pense à la Cité de Dieu, ou des choses comme ça, ou dire qui faisait un petit peu d'apologétique culturelle, tu vois, en comparant les civilisations, les points communs, etc. Oui, dans un certain sens, en fait, on peut dire que dès qu'on essaie de placer aussi l'Église en interaction avec la culture qui est la nôtre, on est dans une certaine, on est déjà un petit peu dans la politique culturelle. Alors forcément, Augustin, pour lui, c'est très apologétique parce que il était confronté à une grosse question. Est-ce que c'est pas la faute des chrétiens si l'empire entier se casse la figure? C'est ça. Donc on était dans un certain type et il répond en proposant toute une vision de la place du chrétien dans la société et donc dans la culture. Donc, bien particulier, en plus, c'est Augustin, quoi. Donc, il prend la Cité de Dieu, 4 livres énormes pour arriver à ses fins, ce que tout le monde fait plus maintenant. Mais c'est un certain type. Et ça, c'est un autre exemple. S'il avait fait des podcasts, Saint-Augustin, il aurait fait des podcasts qui durent 8 heures, lui. Ah ouais, non, mais Saint-Augustin, ça aurait été la journée entière. C'est 24 heures non-stop, avec du café si vous avez la chance. C'est ça, il aurait fait une chaîne YouTube en live. Ah non, mais ça, c'était clair. Mais on peut dire qu'on est du coup, on est augustinien. Quand on nous dit vous êtes trop long, on dit non, mais on est augustinien. Ouais, alors il faut être très symbolique, parce que Augustin et les symboles, c'est assez hallucinant. Ma femme lisait la Cité de Dieu l'année dernière,
Et il y a des fois, les interprétations d'Augustin, c'est capillotracté, c'est assez incroyable. Je pense qu'Augustin, l'allégorie. ouais, il planterait tous les cours d'exégèse des fans de théologie, quoi. Ouais. C'est Ouais. assez impressionnant. Mais ce qui est fou, ce qui est fou quand on voit paradoxalement aussi sa pertinence. Enfin, je pense que c'est des façons de raisonner qu'on a du mal maintenant. Nous, on est tellement passé à la moulinette occidentale qu'on a vraiment du mal à savoir comment les mecs retombaient sur leurs pieds, quoi. Enfin, Ouais, c'est clair. C'est clair. Et Yannick, est-ce incroyable. que tu as des exemples contemporains, peut-être de gens connus je pensais peut-être Ouais, d'auteurs. à Keller, qui, dans un Schaeffer. certain sens, a fait quand même connaître l'apologétique Ouais. culturelle. Est-ce que tu en as d'autres Ouais, alors c'est vrai que Tim Keller a beaucoup fait, et en particulier chez lui, ce qu'on voit, c'est la manière dont l'apologétique en tant que telle, et l'apologétique culturelle en particulier, marque vraiment ses prédications, quoi. Alors, il a fait plein de trucs à côté, mais finalement, chez Keller, ce qu'on voit, c'est le souci. Alors, dans le contexte sien, c'est Manhattan au 21e, quoi. C'est de pouvoir montrer qu'on peut s'adresser à la culture d'une manière que les gens qui baignent dedans, qui baignent dans une culture non chrétienne tous les jours, qui sont peut-être gavés de films et de télé avec des trucs, des visions bien particulières aussi, on peut parler leur langage, sans forcément être d'accord avec tout, mais on peut parler leur langage et on peut leur dire, OK, vous baignez là-dedans et regardez si moi je mets Christ là-dedans, qu'est-ce que ça va donner. Et en fait, ça Keller, il sait vraiment le faire. Alors effectivement, on a un gars comme Francis Schaeffer qui a déjà beaucoup fait de la politique culturelle, mais qui lui s'est intéressé à une dimension un petit peu différente. C'est que Schaeffer, il s'est beaucoup intéressé à l'évolution de la société. Alors, il fait pas mal dans l'évolution des idées, mais vraiment, son souci à lui, c'était pour parler à la culture maintenant, il faut comprendre comment elle évolue. Et ça, c'est vraiment son truc. Hein. Comment on en est arrivé à penser comme ça aujourd'hui dans notre monde, quoi. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Après, moi, il y a 2-3 trucs qui sont intéressants. Parfois, ce qui est sympa dans la politique culturelle, c'est pas forcément de regarder que des théologiens. Moi, je lis régulièrement, mais je ne sais plus où aller, un journal de culture, Hedgehog Review, la revue du hérisson, en français dans le texte. C'est une revue, c'est absolument pas chrétien, mais il y a des trucs vraiment sympas pour nous aider en fait à comprendre la société, comprendre la culture. Et alors, un gars qui n'est pas peut-être très connu, mais que moi je suis régulièrement, c'est un gars qui s'appelle Dennis Hack. Je donnerai sa référence peut-être en fin d'émission et tout dans les ressources. Hein. Mais il a un blog, il a un podcast et autres qui s'appelle Ransom Fellowship, qui est vraiment très très bon. Et vraiment, il fait ça et il est excellent. Mais au niveau de le gars que tout le monde connaît, effectivement, Keller est vraiment, vraiment bon. Ouais, c'est la tête de pont. Ouais, c'est clair. Après, j'ai plein de bouquins, mais je les montrerai tout à l'heure parce que c'est pas forcément des gars que tout le monde connaît, quoi. Ouais. Et toi, Matt, avec parce que bon, l'art, bien sûr, dans l'apologétique culturelle, il y a forcément quelque chose. Est-ce que toi, tu penses à d'autres auteurs en particulier, peut-être liés à l'art? Alors, on est des grands fans de Calvin Sirveld dans Memento Mori. C'est notre passion. Ouais, moi je suis un grand fan de Calvin et Hobbes. C'est presque pareil. Voilà, c'est ça. Il n'y a que Mathieu qui le connaît, tu vois. Non, il y a quelqu'un d'autre à Paris. À Paris, à l'événement Majestar, là, j'ai fait un talk et j'ai parlé de Sirveld. Et il y a une femme qui est venue me voir hyper contente. C'était une américaine. Ah, tu connais Calvin Sirveld, c'est trop bien. Personne ne connaît en France. Et ben, je dis, bah maintenant, on est deux, quoi. On est trois. On est deux, voilà, c'est ça. Trois. Avec au niveau de l'art, écoute, il y a en francophonie, je connais pas beaucoup de personnes. Peut-être celui qui serait le plus connu et dont je conseille la lecture, ce serait William Edgar. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, il est professeur associé encore à l'FJC. Ouais, il est professeur associé à la fac, grand joueur de jazz devant l'Éternel. Ouais, et puis devant les hommes aussi d'ailleurs.
Il a sorti un bouquin l'an dernier ou il y a 2 ans qui est vraiment super. Qui s'appelle Created and Creating. Le cœur et la raison. Non, un c'est, livre sur son apologétique. Created and Creating, celui-là. Là. Une théologie biblique de D'accord. l'apologétique. Enfin, de la culture, pardon. De la culture. La culture, ouais. Qui est vraiment, vraiment, vraiment chouette. C'est Ouais. une bonne introduction à la théologie de la culture. Après, il y a des gens aux États-Unis comme James K.A. Smith, qui sont un peu plus focalisés sur la question des arts. Après, ça va être plutôt la culture en général. Et après, ça va être plutôt des théologiens. Finalement, je ne sais pas, Yannick, ce que tu en penses. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'apologètes spécialistes de l'art. Non, tu as quelques philosophes chrétiens évangéliques qui ont parlé de l'art. Par exemple, tu as Nicolas Wolterstorff, qui est philosophe des religions aussi, en grande partie, mais qui avait écrit un bouquin dans les années Art 80. in Action. Ouais, Art in Action, ouais. Mais c'est vrai que et tu as encore moins de théologiens. Si, tu as aussi Jeremy Begbie, qui fait beaucoup dans la musique. Hein. Ouais, lui, il est jazzman. Ouais. Mais c'est pas un apologète, c'est vraiment un théologien, lui. C'est un théologien pur, ouais. Et puis j'allais dire, il est dense, quoi. Hein. Il faut arriver à l'avaler. Hein. Et puis en plus, alors ces bouquins, c'est souvent chez Brill et compagnie, donc c'est 450 € pièce. Il y en a qui sont moins chers quand même. C'est vrai? Bah, allez, 200 vendus. Non, il est vraiment excellent, mais c'est vrai que c'est son dernier bouquin sur la musique là, chez un des grands éditeurs là, on a l'impression que c'est plaqué or. Ouais, il n'y a pas des masses en fait non plus d'artistes chrétiens qui vont donner un petit peu la coloration apologétique ou théologique ou autre. Ouais. Avec Matt, de temps en temps, on a parlé. Il y a un gars artiste visuel que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Makoto Fujimura, qui écrit un petit peu. Bon, Matt le connaît. Moi, je connais aussi un sculpteur hongrois dont le nom m'échappe là maintenant. Pareil, que j'aime beaucoup. Je ne me rappelle plus son nom. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas des masses en fait. Dès qu'on sort des philosophes ou de quelques théologiens, on a du mal à trouver des artistes qui en fait comme ça quoi. Des vrais apologètes, il y a Bill Edgar. Si, il y a Ted Turner aussi, qui est en République tchèque. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Popologetics, qui est vraiment bon. Que je dois avoir Matt en avait déjà parlé une fois. Ouais, que je dois avoir quelque part, c'est celui-là. Ouais. Apologétique. Mais c'est vrai que c'est les rares en fait vrais apologètes qui s'intéressent à la culture. Après, tu tombes dans les théologiens, les philosophes et tout. Puis alors, en langue française, tu as raison, Matt, en langue française, vache. C'est un petit peu comme si le monde évangélique s'intéressait pas du tout à la culture. Hein. Ouais, c'est ça. On essaye d'y travailler, mais. Ouais. Bah, on hérite un peu d'un passé assez fondamentaliste, séparatiste, tu vois. Piétiste, ouais. Ouais, voilà. Bah, c'est soit piétiste, et puis dans certains milieux, on va dire, elle est plus historique ou libéraux, c'est très rationaliste, donc on va trouver des philosophes. Oui. Mais l'aspect apolitique culturel et en plus culture populaire, hein, là, il y a pas, là, il y a un grand ensemble de personnes. Alors que moi, je suis frappé par souvent la difficulté qu'on a et que je vois notamment chez des jeunes adultes, tu vois, à faire le lien ou le pont entre ce qu'ils vivent, soit à la fac ou au travail ou dans leur vie active de tous les jours, et les temps qu'ils ont devant les Écritures. Tu vois, il y a ce lien-là entre la vie et comment les Écritures m'arment et me donnent une vision du monde qui va m'aider à bien vivre et à bien expliquer, à bien comprendre le monde qui m'entoure aussi et savoir comment le confronter et créer des ponts pour pouvoir lui partager l'espérance de Christ.
Et voilà. Et alors que l'apologétique culturelle, il me semble, rejoint ce but-là. Et peut-être ça peut être la question que je vous propose, c'est finalement quel est le but de l'apologétique culturelle et en quoi elle est pertinente, en quoi cette démarche-là est pertinente. Ouais. Yannick. Ouais, je vais vous faire le coup du. Alors, avant de parler de ce que c'est, je vais vous dire ce que c'est pas. Ça me permettra de réfléchir à ce que c'est, comme ça en même temps. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est important de se poser la question de ce que c'est parce que c'est super facile de se lancer dans un truc sans réfléchir à ce qu'on fait. Bon, moi, je tire d'abord et puis je réfléchis après et je m'explique. Donc, je suis dans ce cas-là. Alors, c'est vrai qu'il y a Keller, par exemple, que je trouve excellent, mais Keller a parfois tendance à dire, OK, le but de la politique culturelle, c'est en fait de rendre la foi chrétienne plausible dans la culture qu'est la nôtre. C'est peut-être une manière d'approcher les choses. Moi, je ne suis pas tout à fait convaincu parce que, en fait, je ne suis pas certain que le but de l'apologétique, ce soit de rendre la foi plausible, mais de pouvoir l'expliquer en des termes qui soient compris par notre culture. Donc, pas forcément la rendre plausible, mais il faut que ce soit compris. Et en fait, c'est un petit peu ça le but de la politique culturelle. C'est même pas de transformer la culture. Si jamais quelqu'un disait transformer la culture, il faudrait s'expliquer sur ce que c'est, mais ça serait plutôt être engagé dans la culture. Et là, il faut vraiment faire attention aux termes. S'engager dans la culture, il y a un autre théologien qui s'appelle Andy Crouch, qui lui parle vraiment de produire de la culture. Il dit que les chrétiens doivent produire de la culture. Pourquoi pas? Je veux dire, c'est légitime. Si on est musicien, on produit de la culture, quoi. Mais finalement, ça, c'est être engagé dans la culture. L'apologétique culturelle, c'est encore autre chose. C'est vraiment le gars qui est apologète ou évangéliste, qui, à travers la culture dans laquelle on est, va vouloir trouver les meilleurs moyens de proclamer Christ. Ça, c'est vraiment le but de la politique culturelle. Mais du coup, il faut dire ça comme ça, c'est super simple. Et quand c'est trop simple, en fait, c'est pas assez concret, quoi. En fait, la politique culturelle fait quoi? En observant le monde, en regardant ce qui se vend le plus, en regardant le dernier bouquin à la mode, en regardant le dernier truc qui se vend sur Amazon ou autre, on va pouvoir comprendre ce que fait la culture. Et en fait, la culture fait toujours plusieurs choses. La culture, elle communique toujours quelque chose. Il faut arriver à comprendre ce que la culture est en train de faire. Et ça, pour des chrétiens, pour des théologiens encore plus, pour des apologètes encore plus, c'est chaud, parce que nous, on a tendance à se fixer vraiment sur ce qui est dit, ce qui est écrit, sur la parole, quoi. Les chrétiens, on est des êtres de parole, on a la Bible, on lit, on est là pour la parole proclamée dans le culte. Et dès qu'on n'a plus de parole écrite ou proclamée, on est paumé. Et la culture, elle fait autant par simplement l'émotion que par les mots. Par les termes. Suggestion. Ouais, l'évocation de la suggestion, c'est un truc très. La dimension allusive. C'est ça. Très cerveldien. Ouais, c'est ça. Par exemple, je veux dire, c'est quand même très évocateur que le parfum s'appelle Obsession et que le whisky s'appelle Légende. Ça dit quelque chose. C'est ça. Et ça, il faut le comprendre. C'est pas un nom qui est sorti, le gars s'est réveillé, et puis d'un coup, sous sa douche le matin, s'est dit mon whisky, ça va s'appeler Origine. Non, il y a un truc derrière. Et parfois, on est un petit peu trop rationnel et on ne se pose pas la question de savoir la culture, qu'est-ce qu'elle veut communiquer. Mais en communiquant, la culture, elle nous oriente dans une direction aussi. Elle nourrit quelque chose en nous, quoi. Elle nourrit des désirs, etc. Et puis la culture, en fait, nous invite à reproduire ce qu'on voit, quoi. Et ça, on ne prend pas assez en compte parfois, je pense, du côté chrétien. On s'arrête sur les choses qui sont dites, mais il y a plein de trucs qui échappent aux paroles. Et du coup, on est totalement en dehors de la culture, quoi. On n'arrive pas à parler à la culture parce qu'on n'arrive pas à discerner ce qui est de l'émotion, en fait. Est-ce que tu dirais, Yannick, qu'il y a peut-être
une des différences avec une autre forme d'apologétique plus classique, plus sur des propositions ou des preuves, etc. Est-ce que tu dirais que l'apologétique culturelle, elle s'intéresse aux affections et pas forcément à une espèce de vérité scientifique? Il y a quelque chose de l'ordre de presque de l'intuition ou Ouais, il y a un petit peu de ça. Il y a, alors, dans la politique culturelle, en fait, on peut s'intéresser à plusieurs dimensions, à plusieurs niveaux, hein. Parce qu'il y a effectivement cette dimension très affective qui entoure la politique culturelle, et c'est vraiment ce qui nous frappe, ce qui nous submerge parfois, hein. On regarde une pub à la télé, on est dans l'affectif. Mais l'affectif, il veut dire quelque chose aussi. Donc, si on réfléchit un petit peu, on va être amené à dire, OK, il y a des raisons pour lesquelles ils ont fait ça. La dernière pub pour Burger King, aux États-Unis en tout cas, la dernière pub pour leur burger, c'est la lente désintégration d'un burger à l'écran. D'ailleurs, c'est con qu'on ne puisse pas le mettre parce que c'est une pub sympa. on peut mettre un lien. On peut mettre un lien, je vous l'enverrai. Et en fait, on voit ça jour 1, jour 2, jour 3, jour 34, et le truc devient vert. Et ça s'arrête là. Et on est dans l'émotionnel, quoi, hein. Alors, ça produit un certain type d'émotion, quoi. C'est le burger qu'on ne veut pas manger. Mais derrière, il y a une raison. Et là, après le rationnel, il se met en place. Et on comprend pourquoi c'est par rapport au McDo qui ne bouge pas, qui reste figé dans le temps tellement il est blindé de conservateurs. C'est ça. Exactement. Chez nous, c'est naturel. La bouffe naturelle. Ouais, chez nous, c'est naturel. Et donc, tu vois, tu passes de l'affectif, de l'émotionnel, du visuel, de ce qui touche vraiment presque ça te prend aux tripes, quoi. Le truc, il est bleu, quoi. Et en même temps, on n'a pas besoin de te dire, regardez, nous, c'est naturel. Regardez McDo, vous prenez une frite et puis au bout de 3 ans, elle est toujours, elle a toujours le même goût. Elle n'a pas bougé. Elle est encore chaude. C'est des niveaux qui se superposent, quoi. Et ça, c'est vraiment important de le voir parce que ça veut dire aussi que quand on regarde la culture, il y a au-dessous, si on essaie de. C'est pour ça que la politique culturelle essaie aussi de creuser, quoi, hein. On ne reste pas simplement à ce qu'on voit. Si on creuse un petit peu, à un moment donné, on réalise qu'il y a des choses qui sous-tendent la culture, des attitudes qui en fait sont fondamentales pour la culture qui est la nôtre, quoi. Et c'est ça que parfois on essaie de chercher aussi, hein. Finalement, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que les gens cherchent, les pubs, les films, les séries, elles jouent sur quoi? Elles essaient d'alimenter quoi? Et c'est ça qui est fascinant dans la politique culturelle, quoi. C'est de se dire, OK, il y a ce révélateur, il y a cette série-là, qu'est-ce qu'elle essaie de nous dire quoi sur l'être humain? C'est ça. Et finalement, on retrouve la question de la vision du monde dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que en surface, il y a toujours des questions affectives, des courants, etc. Mais dessous, il y a des valeurs et des présupposés. Et puis, nous, notre rôle, c'est de les mettre à nu et de comprendre ce qui sous-tend ce qui est visible, en fait. Quelles sont les structures invisibles qui portent soit les discours, soit ce que l'on voit, etc. Ouais. Regardez, je suis un grand fan de Nolan, mais en particulier le frangin, le petit frangin, le scénariste, Jonathan Nolan. Et alors on peut regarder simplement le style d'écriture, le style technique, hein, de Chris Nolan. Et si on s'intéresse un petit peu, si on essaie de commencer à creuser, surtout dans les films dans lesquels son petit frangin a été scénariste, il y a des thèmes qui reviennent régulièrement. Notamment celui de la liberté de la détermination. Et en fait, ce qui est fascinant chez Jonathan Nolan, c'est que petit à petit, on découvre le fait que pour lui, l'être humain ne peut pas être libre. Il n'est jamais libre. Il est prisonnier de ses rêves, il est prisonnier d'un temps qu'il ne contrôle pas, il est toujours déterminé. Il est prisonnier de sa biologie. C'est ce qu'on voit dans Westworld, hein, la série dont il est co-scénariste.
Et en fait, c'est ça qui est fascinant. On prend un truc, on peut rester superficiellement dans l'esthétique du film, l'esthétique de la série. Et si on prend un pas de recul, on voit qu'en fait, parfois, il y a des enjeux beaucoup plus profonds. Et chez Jonathan Nolan, c'est l'être humain, il est libre ou il n'est pas libre? Qu'est-ce qu'on est? Et ça, je trouve ça fascinant comme discussion, quoi. Il est prisonnier de Gotham. Il est prisonnier. Ouais, Jonathan Nolan, il est prisonnier de tout, quoi. Il est prisonnier. Et dans la trilogie Batman, hein, Batman, il est prisonnier. Il est prisonnier de son personnage. Ouais. Il est prisonnier de son personnage. Ouais, non, tout à fait. Et des attentes qu'il y a autour de lui, de ce que les autres projettent. Mais complètement. Le super-héros est une prison. Complètement. Ouais. Mais c'est ça qui est, je trouve, moi, excellent. C'est dans l'apologétique culturelle. Moi, ce que je trouve, enfin, vraiment, qui me plaît, il y a quelque chose que tu as dit que je trouvais très pertinente, c'est que tu disais de regarder ce qui se vend sur Amazon, les bouquins, etc. Je trouve que il y avait parfois chez les théologiens ou chez les apologètes, l'idée de toujours partir chercher chez Platon, Kant, Derrida, etc., tu vois, tous des grands auteurs classiques qui ont eu une influence sur des générations et des générations. Enfin, je ne veux pas négliger l'influence qu'ils ont eue, mais qui vont, dans leur interaction, présenter une réfutation des arguments de ces grands penseurs et philosophes. Alors que le commun des mortels, comme nous autres, en tout cas ne connaît pas forcément ces auteurs-là, et finalement tu crées un espèce de fossé, tu vois, déjà culturel entre ton approche et la défense que tu vas avoir, où tu vas t'attaquer à ce que certains appellent la haute culture, en tout cas une culture qui n'est pas accessible à tous, alors que les gens, eux, c'est quel est le dernier roman qui est le plus vendu qu'ils vont lire. Ils vont lire des best-sellers, ils regardent Touche pas à mon poste, ils regardent le journal, ils vont voir les films de Christopher Nolan, etc. Même si tous ces éléments-là de la culture sont influencés par une histoire de la pensée, et ça, je trouve Schaeffer le met vraiment bien en avant, c'est magistral. Néanmoins, dire à quelqu'un, mais tu penses comme ça parce que tu hérites de ce qu'a dit Platon, de ce qu'a dit Kant et de ce qu'a dit tel ou tel autre philosophe, jusqu'à Nietzsche, on en passe des vertes et des pas mûres. Finalement, l'apologétique culturelle, de regarder quels sont les éléments dans notre culture, qu'est-ce que ça véhicule, qu'est-ce qui est véhiculé, quelles sont les tensions, les espoirs qui reviennent, les remises en question dans notre culture actuelle aujourd'hui, permet d'avoir une approche qui est vraiment pertinente, je trouve. Tu ne perds pas en pertinence, mais tu vas gagner en proximité et en pédagogie et dans le fait d'être compréhensible, parce que tu rejoins les autres sur un élément culturel que tu partages. Sur des choses que tu as en commun. On regarde les mêmes séries, les mêmes films, etc. Et de prendre ce support-là pour présenter justement comment nous, on prend du recul par rapport à la vision du monde et les valeurs qu'il propose, et comment nous, Christ, répond mieux aux problématiques et ultimement, et apporte les vraies réponses dont on a besoin aux problématiques que sous-tend notre culture. C'est ça que je trouve excellent. C'est ça, on est plongé dans la même culture. La vraie différence, c'est qu'on n'accepte pas on n'est pas nous soumis à l'attrait total de la culture. On a un regard différent dessus, et on peut aussi arriver à montrer à travers ce que les gens voient régulièrement, même les pubs qu'ils voient dans la rue, qu'il y a toujours quelque chose dans la culture, que ce soit des films, les séries, des pubs. Ouais. Il y a quelque chose de l'humanité qui transparaît. Il y a quelques années, Apple avait lancé une pub qui s'appelait Welcome Home, je crois. C'est ça, Welcome Home. Dans laquelle on voyait une jeune femme, c'est métro, boulot, dodo, quoi. Hein, donc, très gris. En plus, si je me rappelle bien, dans le stylet, c'est très effacé, c'est très gris bleuté. Enfin bon, un poil dépressif comme truc. Et dès qu'elle arrive chez elle, c'est la fête, quoi.
Et là, on retrouve quelque chose de l'humanité parce que c'est Apple joue sur le sens de l'appartenance. Il y a toujours un endroit qu'on appelle, qui est notre maison, quoi. C'est Welcome Home. Ouais. Et ça, il y a quelque chose de très pertinent, quoi. Et il joue là-dessus. Elle était très bien faite et ça joue sur le désir d'être chez soi, protégé. On a sa bulle qui nous réconforte, etc. Et on peut jouer là-dessus parce que c'est un besoin humain, c'est un désir humain, ce qu'on sait tous que la réalité du boulot, métro, dodo, et puis on perd son boulot, et puis on est dépressif, ça peut nous rattraper du jour au lendemain. Et du coup, la pub joue sur un truc qui est très humain et en même temps, elle est très illusoire, cette pub. Parce que c'est pas parce que j'ai la dernière version de iTunes que finalement tout va aller bien, quoi. Mais il y a une réponse à ça. Et puis des fois, tu rentres et puis tu rentres chez toi, c'est encore pire que métro ou boulot dodo. Et quand tu arrives à la maison, tu rencontres un autre enfer, quoi. Pour beaucoup de monde. C'est maman, papa, KO. Ouais. Et parfois les enfants aussi. Donc c'est c'est là où la politique culturelle, en fait, elle nous demande de regarder, pas d'accepter la culture telle qu'on la voit, mais de l'observer, de la comprendre. Et si on comprend bien la culture qu'on regarde et qu'on essaie de creuser pour voir quelles sont ses racines, en fait, là, on voit que dans tout élément culturel, même le truc qu'on dit, ah ça, c'est vraiment limite, mais il y a toujours quelque chose de notre humanité qui transparaît. Un besoin, un désir humain qui transparaît. Sauf que la culture se propose de l'accomplir d'une certaine manière, en nous donnant tel ou tel truc. C'est le but de la publicité, quoi, hein, ou du marketing. Le but de l'apologète culturel, ou du chrétien en fait, c'est en fait de regarder, d'observer, découvrir d'où la culture se nourrit, et en fait de montrer que la seule réponse à tous ces désirs-là, c'est Christ. Excellent. Finalement, c'est ça ce qu'on essaie de faire, quoi. Ouais. Là, tu viens de dire le but de l'apologète ou du chrétien. Est-ce que tout le monde peut faire de l'apologétique culturelle? Alors, je pense que oui, mais on pourrait dire c'est de la même manière que on peut tous faire du vélo quand on a 6 ans. Il faut l'apprendre. Voilà, ça faut apprendre. Voilà, ça s'apprend. Par exemple, il faut apprendre à regarder. Il faut apprendre à écouter. Alors, c'est vrai pour les évangélistes et les apologètes et les théologiens ou les pasteurs. Hein, apprendre à écouter d'abord et parler ensuite, c'est pas forcément l'exercice dans lequel on est les meilleurs, quoi. Mais apprendre à regarder ce qui se passe. Et puis c'est un peu surfait, ça, je trouve. Alors, aussi un petit peu, tu vois, mais c'est non, mais c'est moi je suis payé pour parler, quoi. Donc bon. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon. Non, mais tu as vraiment raison. Alors, vas-y, développe. Comment on peut apprendre comment on éduque ça, cette apologétique culturelle? Comment à part en écoutant comment on apprend tous les Memento Mori. Et l'autre, il cache un petit peu de sa pub, quoi. Et en lisant Croire, expliquer et vivre. Et en lisant, le blog Apologétique culturelle, Visio Mundus. Ah bah oui, on n'a pas parlé de Visio Mundus. Ah, mais ça va venir, t'inquiète. Ah oui, c'est vrai. Comment apprendre? À mon avis, il y a un truc qu'on ne fait pas assez, c'est qu'il ne faut pas hésiter à apprendre du monde non chrétien. Parce que souvent, dans l'apprentissage de ce que c'est la culture, de qu'est-ce qu'un cinéaste est en train de faire, généralement, là, le milieu non chrétien qui nous entoure, il est bien meilleur parce que lui, il fait attention à ça. Ouais. Et vous pouvez trouver des super blogs, des super chaînes YouTube dans lesquelles le gars vous dit on va décortiquer la cinématographie de Clint Eastwood. On va regarder comment Ridley Scott utilise les contre-plongées pour véhiculer quelque chose. Ça s'apprend. Et moi, je dis ça s'apprend parce que je suis en train d'apprendre aussi. Je ne suis pas super bon là-dedans. Moi, je viens des milieux scientifiques. Si c'est carré, si je n'ai pas ma méthode expérimentale, j'arrive à rien. Et là, on est dans le regard, dans l'intuition, etc. Et ça s'apprend. Alors, tout le monde ne va pas devenir le meilleur apologète culturel du monde. Il y a aussi une certaine sensibilité culturelle. Si on n'a aucune sensibilité pour l'art, effectivement, ça ne va pas le faire.
Et c'est pas grave, tout le monde fait pas ça non plus. La vocation de tout chrétien, c'est pas d'aller regarder toutes les séries du monde pour montrer comment on proclame Christ. On est appelé à des choses différentes. Mais tout le monde peut y arriver. Il faut regarder. Il faut pas hésiter aussi en fait, à faire attention aux émotions qui sont véhiculées. Et ça, on a un déficit sur l'affectif. Hein. Et là, je ne parle pas que purement de l'émotionnel, mais sur l'intuitif, sur ce qui nous saisit, sur les choses qui sont évoquées sans être dites. En fait, grosso modo, on a un déficit d'imagination. Hein. On est tellement rationnel, ou comme vous disiez tout à l'heure, je ne sais plus, c'est toi, Raph, qui disait piétiste, hein. On est l'un ou l'autre, et en fait, on a un petit peu, on rate d'imagination. Et du coup, on a du mal, quand on regarde par exemple une série, à se dire, attends, le gars là-dedans, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Là, j'ai vu que Ridley Scott, justement, avait lancé une nouvelle série, Raised by Wolves, qui a l'air un petit peu allumée aussi, qui a l'air sympa, mais qui a l'air un petit peu allumée quand même. Hein. Œuvre d'imagination, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Les histoires, parfois, les histoires qu'on nous raconte, ne veulent pas forcément dire qu'elles sont en train de dire. C'est normal. Les histoires ont toujours parfois des trucs cachés. Il faut aller au-delà de ce qui apparaît. Et ça, parfois, nous, il y a plusieurs couches de lecture, quoi. Et ça, je crois qu'on l'a raté parfois. Hein. Et il faut le réapprendre. Nous, Matt, ça, on le dit beaucoup dans ce qu'on fait. C'est que, en gros, c'est une façon un petit peu de s'éduquer, d'apprendre à regarder et à interagir avec le monde qui nous entoure, de ne pas être simplement passif et de recevoir ce qui nous est dit, mais de l'interroger et de s'interroger sur la vision du monde qu'il véhicule, ses valeurs et tout ce qui va avec, quoi. Après, derrière, comment nous, on va pouvoir y répondre à ça. Et puis, ça peut commencer par des trucs simples. Hein. La prochaine fois que vous voyagez, si vous voyagez une prochaine fois dans les années qui viennent, non, je rigole. À 1 kilomètre de chez vous. À 1 heure, hein. Pas plus d'1 heure, les gars. Un trek, la prochaine fois que vous voyagez, chez toi. Au lieu d'être sur votre téléphone ou autre, regardez ce que les gens font. Ça peut être assez passionnant. Ou de regarder ce que les gens vont acheter. Alors parfois, ça peut aussi dire, comme je disais tout à l'heure, hein, quels sont les trucs que les gens achètent le plus sur Amazon. Ou alors pour ceux qui lisent Kindle, sur un Kindle même, parfois vous êtes balancé de pubs. C'est assez intéressant de voir ce que Kindle considère comme le plus vendu. Alors parfois c'est intéressant, parfois ça fait peur. On se dit mais les gens lisent vraiment ça? Ouais, les gens lisent ça. Oui, c'est ça. Moi, je trouve. Mais pourquoi ils lisent ça? Ouais, c'est ça. Ce que je trouve. Alors, moi, j'ai découvert ça justement avec Kindle et les e-books en promotion où je suis abonné pour recevoir, parce que des fois, il y a des pépites, c'est rare, mais il y en a. C'est le nombre de littérature sentimentaliste, tu sais, à l'eau de rose. J'ai l'impression, tu vois, que c'est le porno pour les femmes, quoi. Tu vois, c'est dans la littérature, c'est vraiment, enfin, l'équivalent du porno pour les gars chez les femmes en termes de quantité de production et de ce que ça suggère. C'est un truc de dingue, quoi. C'est un truc de dingue. Hein. Ça, c'était une surprise pour moi. Nous, on a un Kindle. Hein. Sur le Kindle, hein, c'est tous les jours. Hein. Tous les jours, tu allumes le truc. C'est vrai, les gens lisent ça. Le cowboy venu du Sud. Le cowboy venu du Sud, il est à moitié venu du Sud. Hein c'est pas l'espion qui venait du froid comme le carré. C'est. Il pourrait mettre des fringues, le cowboy là ou. Ouais, c'est ça. Que des gars avec les abdos, en plus ils en ont 18, tu sais. La suite, mais comment c'est possible d'avoir autant d'abdos? C'est incroyable. Et ça dit quelque chose. Alors, bien sûr, nous, notre réaction de chrétien, c'est compréhensible dans un certain sens parce qu'on est aussi fondé sur un certain aspect de morale tout à fait, qui est nécessaire. Donc, on voit ça en premier. Mais finalement, pour l'apologète, et c'est pour ça que, alors Francis Schaeffer lui disait que l'apologétique, en particulier culturelle, ce n'est pas pour tout le monde.
parce qu'il faut s'intéresser à ce que les gens regardent et lisent, et parfois c'est limite ce que les gens voient et lisent. Hein. Oui, Et en même temps, c'est souvent. comme ça qu'on peut arriver à essayer de discerner ce qui se passe dans la culture. Ouais, là, moi, je suis en train de bouquiner sur un auteur américain, Cormac McCarthy, duquel on a fait pas mal de films. La Route, par exemple. Ouais. Ouais. Donc, Oui, c'est de ok. lui, Ouais. No Country for Old Très Men, bon roman. des Cohen, ouais, et aussi de lui. Mm. C'est super noir, C'est cynique comme dark, ouais. monde. Hein. Ah ouais, Ah ouais, 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 Euh, ouais. mais ça dit quelque chose. Je veux dire, Ouais. il présente ça pour une raison. Moi, ma femme, parfois, elle me dit, mais pourquoi tu dis McCarthy là, c'est glauque comme truc. Ouais, il y a dire, la route, c'est pas folichon, quoi. Hein. Mm. Et pourtant, ça dit ça dit des trucs importants. Donc, c'est pas pour tout le monde la politique culturelle, hein, parce qu'il faut s'intéresser à ce que les gens Mm. lisent, hein, ce qu'ils voient et pourquoi. Pour ça, moi, quand des étudiants Mm. me disent, mais tu penses vraiment que les chrétiens devraient passer leur temps à voir des séries? Non. C'est l'apologétique culturelle, on peut dire, c'est une certaine vocation aussi. Hein. Donc, tout le monde peut le Oui, tout faire, à fait. mais tout le monde ne devrait pas le faire. Et on vous voit, ceux Ouais. qui disent Mais, je fais de l'apologie culturelle. Non, c'est juste que vous avez un problème avec Netflix. Arrêtez de c'est ça. tous vous prendre pour des apologètes là. Hein. Alors, Voilà. voilà, C'est le coup l'apologie aussi, culturelle de FIFA ouais, 20, tu vois, et, non, mais et c'est de parfois là où Domino's, j'ai Domino's Pizza et FIFA. j'ai eu poussé ma gueulante une fois ou deux, gentiment, hein, parce que j'apprends beaucoup, mais je ne mords pas. Euh, à chaque fois qu'on fait, voilà, venez nous rencontrer sur notre site d'apologie culturelle. Et puis, grosso modo, c'est du commentaire de film. Oui, Non, attendez, les gars, la politique culturelle, ça a un but. C'est écrit, c'est de l'apologétique. C'est pas simplement dire, c'est ça. ouais, j'ai vu le dernier film de machin truc et c'est génial. Non, mais d'accord, je suis content pour toi, mais s'il n'y a pas un but, Mm. j'ai mon chien qui grogne. Ouais, ouais. S'il n'y a pas un but de Lui, il est communication de mort la par contre. foi, on a raté un truc. C'est pour ça que Ouais, ouais. dans Visual Mundus, on ne fait pas simplement du commentaire commentaire de texte. Quoi. Donc là Ouais, aussi, ouais, dès qu'on arrive. Après, parfois, mes étudiants se foutent un petit peu de moi en disant Professeur Imbert, il fait de la politique culturelle. Ouais, il est en train de regarder les derniers films de Chris Nolan. Ouais, non, mais j'en fais quelque chose au moins, les gars. Quoi. Donc parfois, en fin d'année, tu sais, les remises de diplôme, quand après, tu titilles un petit peu le prof parce qu'on a eu son diplôme, donc maintenant ouais, on ouais, peut revenir. Non, mais c'est ouais, vrai. ouais. Euh, la politique culturelle, c'est pas simplement regarder des films ou regarder des séries simplement pour se faire plaisir. Ouais, ouais, Il y a un tout à réel fait. enjeu derrière. Il y a un réel enjeu derrière. Ouais. Pour reprendre ce que tu disais, on n'a pas tous vocation à être des apologètes, mais par contre, on a tous la vocation à révérer Christ et du coup à regarder le monde au travers enfin, à ne pas regarder le monde d'une façon prétendument neutre Ouais. ou de prendre tout ce qui nous est dit comme pour argent comptant, mais à le regarder avec un regard critique. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles, des sujets sur lesquels les chrétiens vont être très sensibles. Je pense à certains sujets éthiques, par exemple dans notre culture où tout de suite on dit ah oui ça c'est bien, ça c'est mal, ça on doit faire, enfin une vision très moraliste, mais qui par contre vont pas avoir ce petit exercice, cette discipline intellectuelle de se dire oula attends je prends de la distance avec ce qui m'est montré dans ma série préférée. Et c'est pas parce que le décor est magnifique, que j'aime trop les acteurs, que la musique est belle, que des émotions sont géniales, que ça n'a pas une influence et que ça ne veut pas transmettre une certaine vision du monde. Je dois prendre du recul pour pas me laisser emprisonner par ça, quoi. Ouais, exactement. Excellent. Alors, est-ce que toi, dégages des grands principes pour faire de l'apologétique culturelle? Est-ce qu'il y a une méthode que tu Ouais, suggères? moi, je ne définirais pas de méthode en particulier parce que on approche les choses dans la culture de manière différente. Par exemple, on ne va pas approcher un mouvement culturel comme, par exemple, le transhumanisme, hein, c'est un mouvement culturel.
Oui. technologique. Tu as et écrit culturelle. d'ailleurs là-dessus. Hein. Ouais, j'ai écrit sur le transhumanisme. Et d'ailleurs, j'ai un gros bouquin qui va être publié là par Excelsis début 2021, j'espère. Donc, Super. quand je dis le gros bouquin, c'est le bouquin qu'elle porte, quoi. D'accord. Qui sert à rien d'autre que caler les portes, qui est assez lourd pour ça. Mais c'est Enfin, essentiel. oui, ben voilà. Au moins, il sert à quelque chose, quoi. Voilà. Non, mais on parle pas d'un mouvement culturel comme le transhumanisme quand on parle d'une série ou d'une pub, quoi. Ouais. Vous avez on a des gars différents qui ont proposé des approches un petit peu particulières. Par exemple, Ted Turneau, hein, le gars qui a écrit le fameux Popologetics, là, dont je parlais tout à l'heure, lui, il dit particulièrement pour la culture pop, films, séries, etc. Et lui, il donne une petite méthode. Il part du principe que les chrétiens, parfois, n'est pas assez attentifs à l'histoire qui est racontée. On rationalise directement et on ne fait pas attention au monde dans lequel on est plongé. Il dit, attention les gars, la culture populaire, souvent, elle construit un monde dans lequel on est invité à entrer. Il dit, il faut comprendre le monde de l'intérieur. Et du coup, il propose 5 questions. Donc, je vous les donne parce que c'est assez intéressant comme méthode. Il dit, la première, c'est se poser et d'essayer de voir quelle est l'histoire qui est mise devant nous. Dans quel monde est-ce qu'on est plongé? L'histoire, c'est quoi? Le but, c'est quoi? Dans quoi on dirige? Vers quoi on va, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, si on est dans une série, on avance avec la série. La deuxième chose, deuxième question, c'est de savoir quelle est la place qu'on est censé avoir dans ce monde. Et ça, c'est un principe fondamental à tout scénario, que ce soit visuel, écrit ou autre. C'est que dès qu'on est invité à entrer dans un monde, on a une place dans ce monde-là. C'est-à-dire que l'auteur, le scénariste, le cinéaste, il veut qu'on se mette à une certaine place. Une ou deux, mais il y a toujours des perspectives qu'on est invité à prendre. On est souvent invité à s'associer à la perspective d'un héros en particulier ou d'un autre ou d'un gars en particulier. On nous invite à être partisans, quoi. Exactement. On nous invite à voir le monde de la manière dont le héros ou quelqu'un d'autre voit le monde. Et ça, c'est le truc qu'il faut essayer de comprendre. Le cinéaste ou le gars, il est en train de vouloir que je regarde le monde d'une manière particulière. Et ça, c'est les 2 trucs premiers que Turneau nous invite à faire. Et après, une fois qu'on a pris conscience de ça, qu'on est dans un monde en particulier, qu'on a une place, après, il dit 3 questions qui suivent. Donc, la troisième question, c'est finalement, dans ce monde-là, qu'est-ce qui provient de notre humanité? Il dit qu'est-ce qui est beau et vrai? Qu'est-ce qui provient du fait qu'on est créé à l'image de Dieu? Désir d'amour, désir de paix, la lutte pour la justice. Qu'est-ce qui est beau et vrai? Presque quelque chose que, en tant qu'être humain, nous aussi chrétiens, on pourrait affirmer. Ça ne veut pas dire que Turneau nous dit oui, amen à tout. Il y a toujours quelque chose de l'humanité qui transpire. Mais en même temps, et ça c'est la 4e question, s'il y a des choses qui sont affirmées, il y a aussi quelque chose qui est il dit perverti, mais il ne le dit pas dans le sens sexuel, il dit perverti dans le sens du péché, le péché qui retourne des trucs, qui détourne. Ouais, c'est l'iniquité, quoi. C'est ça. Imaginez, vous êtes dans un monde dans lequel on vous invite à vous battre pour la justice. Ouais, mais à quel prix? C'est la justice à tout prix. C'est la justice au prix du meurtre des autres, peut-être. Tous les moyens sont bons. Et parfois, on a l'impression que chez Cormac McCarthy, c'est un petit peu ça. La justice à tout prix, c'est ma justice à tout prix, ma revanche à tout prix. La 4e question, c'est qu'est-ce qui finalement est détourné de mon humanité? La 3e question, c'est qu'est-ce qui fait partie de mon humanité? La 4e, c'est en fait, qu'est-ce qui va nier mon humanité? Et quand on a ces 2 choses-là, la dernière question, c'est OK, c'est quoi la réponse de l'Évangile? On comprend le monde, on voit ce qui est dans le monde qui nous est présenté, dans lequel on a une place. Quels sont les désirs, quelles sont la partie qui vient vraiment de notre humanité, que nous on partage. Et après, en fonction de ça, en fait, de voir
où ça dérape, quoi. Et comment l'évangile nous remet dans notre pleine humanité. Et ça, c'est un principe intéressant de Ted Turneau. Mais vous voyez, c'est en particulier sympa pour vraiment la culture pop. Hein. Pour d'autres les trucs, ça marchera pas. films, les séries, les romans. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment pour la fiction. Hein. Pour d'autres trucs, ça marchera probablement pas. Si vous prenez le dernier bouquin je sais pas, de sociologie politique, ça va pas le faire. Quoique parfois, on a l'impression que la sociologie politique, c'est un peu de la fiction aussi. Hein. Mais bon, après, ça nous emmène dans les trucs. Ah non, mais bon. C'est ça. C'est ça. Excellent. Après, il y en a d'autres méthodes. Il y en a d'autres, mais je trouve qu'en culture populaire, celle de Turneau est intéressante parce qu'elle est aussi facile à saisir. Quoi. Je veux dire, on voit ce qu'il veut dire. Oui, tout à fait. Oui. Non, et puis il faut que ce soit simple pour qu'on puisse se l'approprier quand on regarde des choses, parce que si dans un truc ultra complexe, tu peux pas en même temps être dans un bouquin qui t'explique comment on fait de l'apologétique culturelle et regarder ta série, quoi. C'est pas possible. Il faut pouvoir les intégrer à notre pensée et penser avec ça, quoi. Et puis, tu disais tout à l'heure comment est-ce qu'on peut apprendre et autres. Le bouquin de Turneau, il est pas mal parce que il est beaucoup ancré dans les exemples. Donc, je veux dire, il prend des exemples de la culture, justement. Est-ce que tu as vu, Yannick, celui de Dan Strange qui va sortir bientôt là, qui s'appelle Plugged In? Il est sorti. En français? En France, il va sortir en français? Il va sortir en français, ouais. Ah! Je pense qu'il est traduit, il va sortir bientôt là. D'accord. Ouais, alors Dan Strange, c'est un gars qui est excellent. Donc, il est, comment ils disent en Angleterre? Je crois qu'ils disent recteur. Grosso modo, c'est le boss de Oak Hill College. Et alors, lui, il fait beaucoup dans l'apologétique. Alors, culturel, il a commencé par les religions. Il a beaucoup fait dans le dialogue religieux. Et il propose une méthode qui est très basée sur une approche réformée aussi. C'est une méthode qu'il appelle subversive. Alors, ça se rapproche un petit peu de ce que Ted Turneau fait. Hein. Mais Strange propose une méthode subversive. Ça veut dire quoi? On commence par regarder la culture. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi? Qu'est-ce qu'on est invité à désirer? Bon, c'est moi qui le dis comme ça. Dan ne dirait peut-être probablement pas comme ça. Hein. Donc, on est invité toujours à désirer quelque chose. Vous savez, on est même parfois conduit à placer notre confiance en quelque chose. La technologie, par exemple. Hein. Dire, on se jette sur le dernier truc d'Apple. Pourquoi? Il y a un effet de désir de la technologie. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on y va. C'est pas parce qu'on a besoin des 0,2 MHz en plus que ça nous propose. C'est une illusion de penser ça. La plupart des gens qui achètent Apple ne savent même pas ce que ça veut dire, ce que c'est un CPU. Donc, c'est de l'ordre du désir, c'est de l'ordre de l'émotion. Et derrière tout ça, Strange va dire, il y a, je crois que c'est ça auquel je veux en venir. Hein. Derrière tout ça, en fait, il y a toujours quelque chose dans la culture que l'être humain désire. On désire toujours quelque chose, on veut quelque chose, on cherche quelque chose. Et on cherche à l'avoir avec certains moyens. Le statut social, on se jette sur les dernières séries, on se jette sur le dernier truc technologique. On veut assouvir nos désirs. La culture nous propose des moyens parfois super simples et illusoires d'assouvir nos désirs. La foi chrétienne fait quoi? C'est qu'elle accomplit ces mêmes désirs, mais d'une manière subversive. En fait, de la seule manière qui est possible, mais qui subvertit la culture. La culture nous dit, vous inquiétez pas, vous voulez avoir une bonne vie après votre mauvaise journée au boulot, achetez le dernier truc chez Apple ou iTunes et autres, et vous verrez, vous rentrerez à la maison, ça ira mieux. La foi chrétienne, l'apologète vient et subvertit tout ça. Il s'empare de la question, donc on prend la même question, on prend le même désir, mais c'est nous qui renversons. Et là, on dit, les gars, si vous en êtes là, vous allez être toujours esclaves de votre technologie. Vous chercherez toujours le truc dernier cri.
vous cherchez toujours la dernière série à la mode. Ou le dernier roman eau de rose au cowboy sexy parce que C'est ça. vous cherchez l'amour et vous pensez qu'un être humain Parce peut que vous ton donner l'amour. mari n'est Non, pas un c'est ça. Non, voilà, et mais que ton mari n'est pas un cow-boy sexy. et même votre mari, votre épouse n'accomplit jamais le vrai amour parce qu'on est des êtres humains limités et on est pécheurs. Oui, c'est ça. Et c'est C'est ça. seulement en C'est Christ. ça. On subvertit les choses. Mm. Donc, c'est l'approche subversive de Dan Strange. Est-ce que ça alors, Ouais. je ne l'ai pas lu, moi, Strange. D'ailleurs, ça serait bien qu'il fasse une analyse du Docteur Strange. Ça pourrait être pas mal. Ça peut être sympa. Pour, J'ai demandé à Dan. ouais, une petite mise en abîme. Mais est-ce que ça rejoint pas mal Keller, non? Avec tout Ouais. où lui, le formule, j'ai l'impression autour de l'idole, quoi. Et en fait, les deux, ils ont la même articulation de confronter, de connecter. Ouais, c'est ça. Ouais, Keller, il a comprendre, confronter et connecter. Et Dan Strange, c'est confronter et connecter. Moi, ce que j'ai trouvé excellent dans le livre de Dan Strange, alors déjà, il est assez court, il est assez drôle, et il est super simple à lire. Il va un peu droit au but, et puis il explique sa méthodologie qui est aussi très simple. Et ce que j'ai préféré, c'est les exemples à la fin, que j'ai trouvé excellents. Il a en fait des chapitres qui sont des devoirs un peu remaniés d'étudiants qu'il a eu donc à son université. Ouais. Et il y en a deux que j'ai trouvé particulièrement intéressants. C'est le livre de coloriage pour adultes. Donc, la personne fait une analyse. Et tu en avais parlé déjà de ça. Et c'est excellent. Et puis les toilettes japonaises, ça aussi, c'est très, très fort. C'est très, très fort. Parce que tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Parce qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, Yannick, nous, en tant que bon petit évangélique français, piétiste, on a une approche très spiritualisante de la vie, un peu on-off, bien, mal, et limite parfois dualiste, alors en disant bah, ça c'est spirituel, ça c'est pas spirituel. Ouais, et du coup, arriver et devoir expliquer quelle est la vision du monde qui est véhiculée par les toilettes japonaises, tu te dis mais qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Le grand écart. Et quand tu lis ce chapitre, tu dis ah mais c'est génial en fait, parce qu'effectivement c'est porteur de sens, et en fait la culture dans laquelle on vit, même ce qui nous semble être des détails, rien n'est anodin. Ouais. Et tout peut être un prétexte, une opportunité pour nous de parler de l'évangile et de montrer comment l'évangile répond aux besoins les plus profonds. C'est ça. Donc Nous, moi, on avait, et plus parc, fondamentaux, en l'occurrence, concernant les toilettes. Tout à fait. Le coup des toilettes japonaises dans son bouquin, Plugin, c'est vrai que c'est pas mal, quoi. Et puis, tu as raison. Un super bouquin qui tient en 180 pages, c'est pas courant chez les théologiens, quoi. Parce que Popologetics, c'est sympa, mais il faut quand même se le farcir. Hein. Ouais, c'est ça. Popologetics, c'est 450. C'est 320. 320, ok. Ouais, c'est déjà. Il paraît énorme, hein, mais c'est parce que les pages sont. C'est pas écrit gros non plus. C'est pas écrit gros non plus. Hein. Mais ouais, tu vois, de partir du. Ce qui est vraiment intéressant, et qui est un super défi, c'est de partir du quotidien et de se dire qu'est-ce que j'en fais. Nous, au début, on a commencé à promener notre chien dans le parc qui est en haut de la rue, là, qui est à moins d'1 kilomètre, donc on peut continuer à promener au parc, c'est cool. Les premières fois, il y avait une dame que maintenant on connaît bien, elle prenait son chien aussi, puis avec elle, il y avait une autre dame. Et puis la première fois, la poussette rose fluo. La première fois, on s'est dit, la grand-mère qui promène ses petits-enfants, quoi, je veux dire, pourquoi pas. Non, c'était le pékinois, le chien pékinois qui était promené dans la poussette. Voilà, alors, donc tout le monde a cette réaction-là, Matt, c'est clair, hein, tu dis, ok, qu'est-ce qui se passe ici? Mais justement, qu'est-ce qui se passe ici, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire sur notre relation
sur le besoin relationnel et autres. Et il y a quelque chose à dire. Il y a quelque chose à dire. Le plus petit truc, on peut trouver quelque chose à en dire. Tout à fait. Sauf qu'on n'a parfois pas assez d'imagination et peut-être pas assez d'émotion pour se dire, là, il y a quelque chose, ça dit quelque chose de notre humanité, ça dit quelque chose de ce que la foi chrétienne peut faire dans le monde. Ouais. Et observer. Et d'empathie aussi, non? Hein? D'empathie aussi, d'imagination et d'empathie. Et Se d'empathie, mettre à la place vraiment de l'autre et pourquoi il. Et moi, je pense qu'il y a aussi. Enfin, moi, je me dis, tu vois, comme conseil que j'essaye de m'appliquer, c'est de ne pas oublier d'où je viens et comment je pensais avant ma conversion. Alors, c'est peut-être pas évident pour tout le monde quand tu es né peut-être dans une famille chrétienne ou tu t'es converti très jeune. Mais je sais que moi, voilà, avant ma conversion, j'étais un athée profond. J'étais vraiment le fruit de mon époque, quoi. Et du coup, j'essaie de me rappeler comment je fonctionnais à l'époque, quoi. Et je pense de ce que tu disais aussi tout à l'heure du fait de lire et de consommer des choses enfin des bouquins ou voilà, des articles, des vidéos qui analysent le monde avec un regard qui est non chrétien, c'est aussi essentiel pour progresser. Il ne faut pas lire que des théologiens ou des trucs chrétiens. Il faut voir comment justement des sociologues, des essayistes, des artistes, etc., voient le monde qui les entoure, quoi. Ça me semble. Exactement. De toute façon, le chrétien qui vraiment se plonge dans l'apologétique, il n'aura pas le choix. Sinon, on ne comprend pas le monde. En plus, bon. Tu as une info de deuxième main, quoi. Exactement. Moi, je suis convaincu aussi que par cette bonté que Dieu a envers tout le genre humain, il y a plein de philosophes ou d'artistes non chrétiens qui, en fait, peuvent mettre le doigt sur quelque chose que nous, on va totalement rater, on va passer à côté. Et c'est eux qui vont attirer notre attention sur le fait que, attention les gars, par exemple, il y a un philosophe qui est revenu un petit peu vers ses racines chrétiennes, qui est décédé récemment, il s'appelle Roger Scruton, et en français dans le texte, et qui parle beaucoup de la manière dont on parle nous maintenant du droit des animaux, il dit est totalement inconsidéré, notamment parce que ça ne prend pas l'être humain pour ce qu'il est. Et il dit aussi, et je trouve ça fascinant, il dit c'est ne pas prendre l'animal pour ce qu'il est. En fait, la manière dont on parle maintenant du droit des animaux, c'est ne pas conserver la dignité des animaux. Là, c'est subversif aussi de dire attends, bah non, parler des droits des animaux, c'est leur donner des droits encore plus que. Non, il dit non. Si vous personnalisez trop les animaux, en fait, vous faites d'eux des objets. C'est totalement contre-intuitif. Et moi, je trouve ça assez génial, quoi. Excellent. Et quand on creuse, on se dit, bah, oui, mais en fait, il a raison. En plus, tu reviens sur la doctrine de la création, tu fais, ouais, Dieu a créé l'être humain avec une personnalité que personne d'autre peut avoir. Et ouais, moi, il a un bouquin, mais il a un petit article d'une dizaine de pages sur ce sujet-là, qui est vraiment excellent. Vraiment très fin. Excellent. C'est pas philosophiquement impossible à comprendre parce qu'il se base sur un exemple de sa vie à la ferme, quoi. Et je le trouve vraiment génial. Excellent. Je propose qu'on arrive à la fin. Avant que tu nous peut-être partages une ou deux ressources, on en a déjà partagé quelques-unes, mais en quoi vivre Memento Mori nous aide dans notre apologétique culturelle? Je pense que ce qui est fondamental de voir, c'est que à travers notre apologétique culturelle, on essaie de montrer ou de faire transparaître, notamment par l'imagination que nous, chrétiens, on va déployer, le monde qui vient. C'est-à-dire que déjà maintenant,
le monde qui vient est présent. C'est-à-dire qu'on vit maintenant ce qui va se passer plus tard. Et si vous voulez, en fait, c'est une autre manière de parler de l'apologétique, notamment de la politique culturelle. On est déjà maintenant la vie du royaume. Et donc, le royaume maintenant vient attaquer, remettre en cause ou saper les fondements d'une culture qui rejette le Christ en qui on croit. Ouais. Donc, l'eschatologie, ce vers quoi on voit, en fait, impacte le monde dans lequel on est. C'est ça qui se passe, en fait. C'est le royaume qui est déjà présent. Il est encore là-bas, mais il est déjà présent, notamment par la vie que les chrétiens, que l'Église peut avoir dans le monde. Donc, la politique culturelle, elle est fondamentale, quoi. Et ça pose la question, Yannick, de la place de l'Église et de l'apologétique culturelle de l'Église en tant qu'Église dans la société. Et je pense qu'il y a un projet d'apologétique culturelle de l'Église à développer. Quand on parle d'apologétique culturelle, on pense bien sûr à une apologétique que développerait l'apologète. Ouais. Mais comme tu l'as dit au départ, l'apologétique, c'est la défense ou l'explication, la démonstration de la foi chrétienne en parole et en acte. Ouais. Et c'est Schaeffer qui parlait de la place de l'Église dans l'apologétique et de l'amour comme l'apologétique suprême. Et je pense qu'effectivement, au niveau personnel, on a parlé de la piété, mais au niveau communautaire, et c'est là où peut-être nous, on est aussi influencé par les théologiens réformés, notamment les Hollandais, qui avaient vraiment une vision intégrationniste, on va dire, de la foi et de l'Église. Et c'est vrai qu'en France, dans notre culture ecclésiale, on a plutôt presque une notion de repli et que le témoignage communautaire ne pense pas l'apologétique par rapport au monde, l'interaction avec le monde et l'Église, c'est très sous-exploité finalement. C'est très sous-exploité. Bon, il y a des raisons philosophiques et puis historiques aussi et culturelles. Hein. C'est vrai qu'on est en France dans une culture dans laquelle on part du principe, où on nous dit qu'il faut partir du principe que la religion relève du privé et qu'elle doit avoir le moins de transparence, qu'elle doit transparaître le moins possible dans le domaine public. Hein. Et donc forcément, ça va marquer tout ce que l'Église va faire. Et donc, il y a une plus grande déchirement, séparation entre le domaine public et le domaine privé. Alors, et tu as raison, c'est une grande problématique, encore plus en France. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, on est conscient de tout ce défi-là. Et à la fac d'Aix, hein, l'année prochaine, on lance un programme de master, mais en anglais, sur la place publique de l'Église. Excellent. C'est une grande question. Mais encore, pour ceux qui vont écouter, hein, ça ne veut pas dire que l'Église va proposer, au lieu des réunions de prière, de regarder des films. Encore une fois, la politique culturelle, ça peut être aussi quelle est la place de l'Église et du chrétien dans la culture qui est la nôtre. Et ça, c'est encore une question différente. On n'a pas le temps d'aborder maintenant, mais ça pourrait être un truc pour plus tard. La place publique de l'Église, c'est quoi ? Excellent. Très bonne question. Eh ben, je propose qu'on puisse rester avec cette question-là. Merci beaucoup, Yannick, pour ta présence. C'était vraiment riche. Ouais, non, c'est génial. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine où on va parler encore d'apologétique en lien bien sûr étroit avec ce sujet-là, mais ça sera de l'apologétique présuppositionnaliste. Alors encore un autre gros mot, n'ayez pas peur. Moi j'aime bien les gros mots là. C'est vraiment passionnant parce que finalement, en fait, peut-être même chronologiquement, on aurait pu faire l'inverse. Tout à fait. Mais parce que finalement c'est ce dont on a parlé aussi ici appliqué à la culture quelque part. C'est clair. Mais voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne semaine. Merci et à Mathieu, pour nos auditeurs, qu'est-ce qu'on leur dit ?
pour qu'il soit encore plus pertinent dans ce monde. Il y a un moyen simple. Il y a un moyen simple un premier pas peut-être pour faire de l'apologétique qui est un peu à contre-courant. Disons que une manière subversive de témoigner au monde, déjà, c'est que en France, on est des râleurs. Donc, quand on râle, on n'est pas content. Quand on n'est pas content, on montre pas de soutien, tu vois. En plus, on dort pas bien. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de mettre 5 étoiles sur iTunes. Ce sera déjà un premier geste extrêmement subversif pour témoigner que vous êtes non seulement français, mais aussi chrétien. Donc, je pense que c'est un bon premier pas. Mais c'est tellement contre-culturel. C'est incroyable. Dingue. Incroyable. Incroyable. Quelle apologète. Oui. Très bien. Il a été bien éduqué. Ouais, c'est ça. Il est passé à la bonne école. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Eh bien, merci à toi. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.